Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une notion qui est extrêmement importante et relativement mal aimée dans le nouveau programme de terminale spécialité SVT, mais aussi dans le programme de terminale enseignement scientifique. Je veux parler du modèle de Hardy-Weinberg ou loi statistique de Hardy-Weinberg. Alors pour comprendre cette notion, il faut repartir d'un prérequis qui est important, qui a été notamment vu dès le collège. Je veux parler de la méiose et de la fécondation. Vous vous rappelez que la méiose produit les gamètes. Et quand un individu produit des gamètes, il va transmettre ses allèles, sauf qu'il n'en transmet qu'un seul sur les deux qui sont présents. Par exemple, un individu hétérozygote grand A sur petit a va produire soit un gamète grand A, soit un gamète petit a. Alors vous voyez que je suis en train de construire un petit tableau qu'on va appeler un échiquier de croisement et qui montre justement cette répartition statistique des différents gamètes possibles. L'individu grand A, petit a va donner soit grand A, soit petit a dans ces gamètes, puisque les gamètes seront haploïdes, ils vont ne posséder qu'une moitié du patrimoine génétique pour être reconstitués avec un autre gamète. On aura donc une chance sur deux, c'est-à-dire 50% de chance d'avoir grand A ou petit a. Et dans la descendance, on obtient 4 possibilités équiprobables, c'est-à-dire avec la même probabilité, 25%, grand A, 25%, petit A, 25%, et aussi 2 cases dans lesquelles il y a des hétérozygotes, grand A, petit a à 25%. Donc on aurait 50% d'hétérozygotes. On est bien d'accord, ceci est un échiquier de croisement, il est utile pour comprendre comment les allèles vont se transmettre dans la descendance. On a donc un travail qui se fait sur les individus, qui réalisent la méiose, c'est ce qui nous permet de faire la première ligne et la première colonne, et après fécondation, on produit de nouveaux individus, c'est ce qui permet de remplir les cases. Sauf qu'on va passer de cet échiquier de croisement individuel à un modèle statistique, c'est-à-dire je vais refaire le même tableau, mais attention, il y a de nombreuses erreurs avec ça, parce que quand on le présente, on a l'impression que c'est un échiquier de croisement, ça n'en est pas un, c'est un échiquier statistique, c'est-à-dire que cette fois-ci, je vais croiser tous les individus avec tous les individus, et ça change la donne. Pourquoi? Parce que je vais bien réécrire grand A, petit a, mais vous comprenez bien que si je prends en compte non pas un individu hétérozygote, mais tous ceux de la population, du coup, je me retrouve avec un problème qui est excessivement important, c'est, mais ce ne sera pas 50-50, et donc je ne sais pas quelle est la proportion. En bon mathématicien, on va écrire du coup une variable, une lettre, ce sera P pour grand A et Q pour petit a. Donc grand A va être produit dans la population à une fréquence P, et petit a à une fréquence Q. On a donc un échiquier de croisement statistique qui permet d'envisager toute la population, toute l'espèce, et on va donc mieux comprendre que dans la descendance, on va effectivement trouver des grands A qui vont arriver à hauteur de P carré, P fois P. Les hétérozygotes vont arriver à hauteur de PQ, il y en aura 2, donc ça fera 2 fois PQ, et les homozygotes petit a arriveront à hauteur de Q carré, Q fois Q. Donc on est bien d'accord, dans la population de départ, P plus Q est égal à 1. Et ça, c'est un élément déjà assez fondamental, c'est qu'on part de ce 100% dans la population. C'est-à-dire que déjà, Hardy-Weinberg, c'est un modèle qui fonctionne sur un gène présentant 2 allèles. Après, on peut envisager 3, mais ça va déjà compliquer. Donc, si on étudie notre échiquier statistique, on comprend mathématiquement que les parents, ils ont statistiquement les allèles grand A et petit a, à hauteur d'une fréquence P et Q, qui au total valent 100%. Si je croise tous ces individus, P plus Q fois P plus Q, ça fait bien 1, puisque P plus Q égale 1 fois 1, ça fait 1. Je peux factoriser, ça donne P plus Q au carré est égal à 1, et sauf que ça, vous le savez, c'est une identité remarquable, ça donne P carré plus 2PQ plus Q carré, eh bien regardez, on vient de retrouver les 4 cases. P carré plus PQ une fois et PQ deux fois, ça fait 2PQ, et Q carré. Donc, cette fois-ci, on comprend que dans la descendance, on aura tous ces individus qui seront représentés à des fréquences théoriques, c'est-à-dire qu'on aura un équilibre théorique. Alors du coup, il y a quand même un cadre
pour pouvoir utiliser ce modèle de Hardy-Weinberg. Pour que ceci fonctionne bien, il y a 5 prérequis, 5 règles à respecter. Et bien évidemment, tout l'intérêt, c'est que quand ça ne marchera pas, on pourra évoquer une de ces règles pour expliquer pourquoi ça ne marche pas. Première règle, pas de mutation, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un troisième allèle créé, on ne va pas faire petit a1, petit a2, etc. Pas de migration non plus, c'est-à-dire que ces deux-là nous disent on fonctionne sans nouveaux allèles. On ne crée pas de nouveaux allèles, on n'en apporte pas par migration. Il faut aussi qu'on ait une grande population. Alors là, ça rappelle le programme de seconde. Grande population égale faible dérive génétique. Pas de dérive génétique, sinon petit a pourrait disparaître, ou grand a aussi, hein, peu importe. Il n'y a pas de sélection particulière, c'est du hasard. Et il n'y aura pas non plus d'événements de sélection naturelle. Et il y aura également dans la population panmixie, ça veut dire que tous les individus se reproduisent entre eux de façon générale, sans distinction, il n'y a pas de choix particulier, c'est-à-dire en gros, il n'y a pas de sélection sexuelle. Donc ça, c'est les 5 prérequis du modèle ou loi statistique de Hardy-Weinberg. Alors en pratique, parce qu'en fait, ça c'est un modèle qui est théorique, qui est idéal, et je l'avais pas bien compris moi en tant qu'élève, et je le comprends beaucoup mieux maintenant, c'est qu'en fait, c'est un outil, c'est un test. Je mesure l'évolution des fréquences alléliques dans la population et je la compare au modèle idéal, le modèle de Hardy-Weinberg. Si jamais ça n'est pas équivalent à ce modèle idéal, ça veut dire qu'il y a une force évolutive qui s'applique sur la population. Donc je vais montrer ça par un exemple théorique. Imaginons qu'on étudie une population de 250 individus. Je vais mettre les 3 types d'individus, les 3 génotypes, vous avez compris comme au-dessus, grand A, petit a les hétérozygotes, et les homozygotes petit a. J'ai donc mes 3 types d'individus dans la population, et maintenant, je vais chercher, bien évidemment, à les dénombrer. Je vais essayer de retrouver quelle est la fréquence de ces individus, de façon à ensuite pouvoir retrouver la fréquence des allèles. C'est important. Et alors attention, ça n'est pas du tout évident. Pourquoi ? Parce que comme on a des grands A, petit a, des grands A, grand A et petit a, il va falloir impérativement faire tous les comptages. On ne peut pas vraiment faire ça de façon intuitive. Alors là, par exemple, j'ai des grands A, et vous êtes bien d'accord que on va pouvoir les compter dans la population. On en trouve ici, théoriquement, 50. Alors là, je prends un exemple vraiment au hasard. Hein. J'imagine que j'en trouve 50, puis les grands A, petit a, j'en trouve 150. Et les petits a, bon, cette fois-ci, je suis bloqué. Hein, il faut bien que ça fasse 250 individus au total, donc j'en donne 50. Ça, c'est parfaitement théorique. Après, il faut voir ce que vous avez dans un exercice. Alors, quand j'ai ça, tout de suite, le réflexe, c'est de déterminer les fréquences alléliques. La fréquence de grand A, on a dit qu'on l'appelait P. Eh bien, on va utiliser les effectifs, 50, et on va multiplier par le nombre de fois où on trouve l'allèle dans ce génotype. C'est-à-dire que les grands A, ils ont 2 fois l'allèle grand A. Donc, la fréquence de grand A, c'est 2 fois 50, plus 1 fois 150 parce que les hétérozygotes le possèdent qu'une fois, plus rien pour les homozygotes petit a parce qu'ils n'ont pas grand A. Et je divise le tout pour être en proportion, hein, pour faire un pourcentage, par 250, le total de la population, fois 2, parce que ça, c'est le nombre total d'allèles. Chaque individu a 2 allèles, donc il y a 500 allèles dans la population. Je vais ensuite calculer la fréquence de petit a, qui correspond à Q. Donc, je ne compte pas les individus grand A, puisqu'ils ne le possèdent pas. Je compte une fois les individus hétérozygotes, une fois 150, et 2 fois 50 pour les petits a. Et je divise, comme tout à l'heure, par 2 fois 250. J'obtiens donc 0,5 et 0,5. 50-50. Alors, je tombe sur un chiffre qui est carré. Attention, ça n'est jamais vraiment 50-50. Hein. Il y a des variations extrêmement importantes. Et si vous trouvez 0,6, 0,4, ça peut être tout à fait normal. Là, c'est un exemple théorique. Alors maintenant, pour mieux le comprendre, il faut qu'on imagine la génération N+1. C'est-à-dire, dans la génération suivante, et c'est en lien avec notre échiquier statistique, vous êtes d'accord qu'on attend un certain nombre d'individus. C'est-à-dire que si on fait reproduire de façon stricte cette population, elle doit produire des individus grand A à hauteur de P carré, des individus grand A petit a à hauteur de 2PQ, et des individus petit a à hauteur de Q carré. Donc les fréquences attendues
pour, cette fois-ci, les individus. On l'a dit, grand A, ça va être P carré. Et du coup, ce P carré, je vais le multiplier avec la génération, le nombre d'individus dans la génération, c'est-à-dire fois 300. Donc j'obtiens 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25, fois 300, ça nous fera 75. Je fais la même chose pour les individus hétérozygotes, mais cette fois-ci leur fréquence attendue, c'est PQ plus PQ, c'est-à-dire 2PQ, fois 300. Donc cette fois-ci, je vais me retrouver avec 0,5 fois 0,5, parce que P et Q sont identiques, ça fait 0,25, mais fois 2, 0,5, la moitié de 300, c'est bien 150. Et puis pour les petits a, c'est Q carré fois 300, et comme Q et P sont égaux dans cet exemple-là, je retombe aussi sur mes 75. Sauf que ça, c'est la théorie. Ensuite, dans votre exercice, on va vous donner des valeurs. Admettons, on trouve bien 75. Ah, très bien. Après, on trouve 200 pour les individus hétérozygotes et 25 pour les homozygotes récessifs. Vous êtes d'accord que dans ce cas, on voit beaucoup moins d'homozygotes récessifs. Ça veut dire que la population n'est pas à l'équilibre et ça signe la présence d'une force ou deux forces au pluriel évolutives. Ici, on pourrait imaginer par exemple que la sélection naturelle s'applique sur les homozygotes récessifs qui auraient peut-être, je ne sais pas, une maladie génétique, la drépanocytose, qui ferait qu'ils auraient tendance à mourir. Si jamais au contraire on tombe sur ces chiffres, même à 3 ou 4, c'est pas dans la pratique, dans la biologie, ce sera pas strictement 75, ça peut être 71, 72. Dans ce cas-là, si on a les mêmes chiffres, on est à l'équilibre. Et dans ce cas-là, ça voudra dire aussi que cette génération n plus 1, si on détermine la fréquence de grand A et de petit a, elles seront identiques, elles seront toujours de 0,5, c'est-à-dire que la fréquence des allèles sera stable. Et c'est ça que dit le modèle de Hardy-Weinberg, c'est que dans une population à l'équilibre, la fréquence des allèles est stable au cours du temps. Et donc, on peut déterminer le nombre d'individus qui sont produits de génération en génération. Si ça n'est pas le cas, on trouvera des forces évolutives. J'espère que vous avez bien compris ce modèle de Hardy-Weinberg et je vous souhaite une très bonne journée et espère vous voir nombreux sur ma chaîne YouTube. À très bientôt!